Bonjour. D'abord, je vous remercie d'être sorti de chez vous dans un cocon chauffé, d'avoir descendu les escaliers, de vous retrouver dans une rue froide, pluvieuse, de rentrer ici, de vous faire contrôler, d'abord par Vigipirate, ensuite pour savoir si vous étiez bien inscrit. Et enfin, donc, vous asseoir dans cette salle basse et sombre. Je vais continuer à vous parler des éléments de l'architecture. C'est le cycle que j'ai inauguré l'année dernière. Et avant de commencer, je voudrais bien préciser, vous voyez, que ces éléments, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des objets d'un jeu de construction, ce ne sont pas des objets de Lego, par exemple. Il n'y a pas la porte, et après on met la fenêtre, et puis le mur. C'est pas ça, les éléments d'architecture. Les éléments de l'architecture, eh bien, ils sont porteurs d'intentionnalité. Et ils portent en eux, des mondes très particuliers. Bon, je ne parlerai pas du mur, parce que c'est vrai que c'était la conférence inaugurale il y a 12 ans, donc ici, au pavillon de l'Arsenal. Mais vous voyez, le mur, donc, il ferme, il protège. Et l'intention du mur, on va le voir tout de suite, elle est totalement différente de celle de la porte qui ouvre. Et la porte, vous voyez, elle porte en elle, justement, vous voyez, donc, un monde de flux, vous voyez, qui est totalement opposé, voilà, à celui du mur. On va le voir. Pareil pour la rampe. La rampe, ce plan oblique, eh bien, il s'oppose. Voilà. Il porte des intentions différentes que le plan horizontal. Le plan horizontal, il est donné, on peut tout faire, mettre des chaises, des tables. Vous voyez, on peut manger, on peut parler. Tandis que le plan oblique, il doit se conquérir, parce qu'il faut le gravir, il faut le monter. Et quelque part aussi, il renvoie, si vous voulez, voyez, à l'effort, disons, titanesque que nous avons dû faire un jour pour nous relever. Il faut bien comprendre ça. Pareil aussi pour le balcon. Le balcon, c'est pas simplement, disons, une extension de l'habitation. C'est pas un élément. C'est plus que ça. Les balcons, c'est vraiment quelque chose qui témoigne peut-être, voyez, du fait. D'ailleurs, sans doute avec le rideau que nous avons vu l'année dernière, voyez, que nous avons, avant de nous sédentariser, été des nomades, voyez, et qu'on vivait dehors, voilà, sous la pluie et dans le froid. Et d'ailleurs, il y a certains pays, bon, notamment, j'ai vécu en Grèce, donc, où justement on vit pratiquement sur son balcon. On dort sur son balcon. Et le garde-corps, bon, c'est aussi, lui aussi, voilà, il est porteur d'intentionnalité. Et pourtant, le garde-corps, si vous voulez, c'est peut-être l'élément de l'architecture qu'en général, les architectes méprisent le plus. Voilà, parce qu'effectivement, les architectes, ils font des volumes, vous voyez, ils veulent, voilà, comme le dit Le Corbusier, ils veulent faire des volumes sous la lumière. Voilà. Mais si les garde-corps sont accessibles, il va falloir. Pardon, si les terrasses, les toits sont accessibles, il va falloir mettre des garde-corps. Et si les toits ne sont pas accessibles, eh bien, on va vous demander quand même de mettre des lignes de vie. Voilà, et tout ça, lignes de vie et garde-corps, eh bien, ça va détruire complètement, ça va saper votre architecture puriste. Et pourtant, vous voyez, le garde-corps, eh bien, il est là pour vous protéger, et donc c'est bien un élément essentiel
de l'architecture, puisque une des caractéristiques de l'architecture, c'est aussi de nous protéger, de nous materner, de nous couver, de nous embrasser. La porte. Mur sans porte. Voilà, c'est un projet de Super Studio. Je commence par ça, parce que là, justement, il n'y a pas de porte, pas du tout de porte. C'est un projet totalement dystopique. Ce sont des murs habités qui découpent le paysage. Ce sont des murs, je crois, qui font à peu près 4 km de haut et qui vont à l'assaut, comme ça, du paysage terrestre. Et là, effectivement, on est à la montagne, donc ils sont plus bas. Et dans ces murs vivent des gens qui sont dans une matrice, dans un espace protégé, complètement matriciel, et qui n'ont pas besoin de sortir, et donc qui contemplent, qui sont dans des boxes, et qui contemplent simplement le paysage. Voilà, ça c'est, vous voyez, c'est l'utopie d'un monde sans porte, voilà, où on reste prostré, voilà, donc sur son siège, vous voyez, et on se contente de voir le paysage. Et ensuite, effectivement, l'habitacle, eh bien, il vous nourrit, il vous protège, et on n'a pas besoin non plus de se lever ni de se déplacer. Vous voyez, c'est un peu l'idée comme ça, voilà, d'un monde où tout est stable. Voilà, vous voyez, c'est un peu quelque part voilà, le monde platonicien, là, vous voyez, où effectivement. Voilà, chaque chose est parfaitement nommable, vous voyez, chaque chose est parfaitement à sa place, et les choses, quelque part, elles ne se contaminent pas, vous voyez. Elles tendent, voilà, elles-mêmes vers un statut de plus en plus pur. Voilà. C'est ça, donc, le monde qui est porté par cette cité première, de Super Studio, une cité de murs sans porte, où rien ne bouge, où rien ne se déplace. Alors que maintenant, on va voir justement ce que porte la porte, et on va voir que l'intentionnalité de la porte, le monde de la porte, il s'oppose complètement à cela. C'est un peu c'est ce que nous allons développer, c'est ce que je vais essayer de développer tout le long de ce cours. C'est que la porte, voilà, c'est pas du tout un élément platonicien. C'est plutôt un élément, vous voyez, qui symboliserait, voilà, la philosophie de Lucrèce, voilà, où tout est transformation, tout est mouvement. Tout est transformation, tout est métamorphose, et où les choses sont constamment en train de s'affecter les unes les autres. Voilà. Non, y a pas c'est un monde sans pureté, c'est un monde de mélange, c'est un monde de basculement, c'est un monde de changement. Bon, bien sûr, la porte, une des origines de la porte, c'est se défendre des intrus. C'est protéger son milieu, protéger le monde dans lequel on se développe, on se déploie. Voyez. Protéger donc ce monde-là par des intrus. C'est vraiment donc c'est un mécanisme de défense qui justement permet de refouler les ennemis donc hors de l'espace défini, du milieu défini, où certains peuvent, à l'abri de l'extérieur, de se développer. Ça, c'est la porte du fort Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. Et d'ailleurs, quand j'ai revu cette photo tout à l'heure, j'étais vraiment étonné par sa sensualité, vraiment, parce qu'il y a ces deux tours rondes, et après l'ouverture, la petite ouverture vaginale, etc. Tout ça, c'est assez... J'étais vraiment sidéré par cette image, et je pense que peut-être on aura l'occasion d'en revenir, de revenir là-dessus sur le cours, sur peut-être une certaine érotisation de la porte. Mais en fait, cette porte, elle n'a absolument rien d'érotique, puisque tout est fait pour hacher menu les intrus qui voudraient rentrer chez soi.
D'abord, il y a les tours qui s'avancent avec des meurtrières, qui permettent donc d'attaquer latéralement les armées qui veulent rentrer. Après, il y a un pont, au-dessus d'un fossé ou au-dessus des rochers. Donc, si vous voulez, effectivement, les ennemis sont pratiquement encerclés de toutes parts, vous voyez, par le sol qui est hostile, par les tours d'où jaillissent les flèches des arcs et des arbalètes, et puis enfin par les créneaux et surtout par les machicoulis où on fait tomber des pierres et de l'huile bouillante sur les ennemis. Mais il y a d'autres mécanismes, bien sûr, parce qu'il y a les ponts-levis qui se redressent au-dessus du fossé, qui empêchent les ennemis de rentrer. Et puis il y a les herses, qui tombent comme des guillotines, peut-être sur les armées en train de rentrer, et qui bloquent complètement l'accès au château. Et vous voyez, tout ça, quand on pense, quand on réfléchit à la genèse de la porte, eh bien, on voit que la porte, c'est aussi donc, quelque chose qui a à voir avec, disons, l'armurerie. Et d'ailleurs, je vais beaucoup parler de lui, surtout à la fin du cours. Vous voyez, Rem Koolhaas, donc l'architecte néerlandais qui avait justement fait à Venise donc, une exposition sur les éléments, il avait d'emblée rapproché donc, l'armurerie et la serrurerie, en montrant que finalement, les mecs qui faisaient les armes, bizarrement, c'était les mêmes que ceux qui faisaient les portes. Et donc, la porte, c'est aussi donc, une arme défensive, mais une arme. Voilà la herse, voyez, avec son système hyper complexe de chaînes et de contrepoids qui va descendre et qui va bloquer le passage. Voilà le pont-levis qui va se redresser et fermer pratiquement hermétiquement le château et qui va révéler sous les pieds de l'ennemi un sol hostile, un sol recouvert d'une eau sale et profonde. Voilà les différents types de bascules qui ont été inventés. Tout ça, c'est les dessins de Viollet-le-Duc, qui s'est beaucoup intéressé donc, aux châteaux forts médiévaux. Donc, il y a toute une ingénierie, vous voyez, qui est associée donc, à la porte. Et là, donc, c'est plus un pont à bascule, mais c'est un pont coulissant. Donc, elle se lève, elle bascule, elle coulisse. Et tout ça, effectivement, pour procéder, quelque part, comme les éléments d'une armure, vous voyez, eh bien pour procéder donc de la défense d'un territoire. Voilà, les arbalètes qui font partie, quelque part, intégrante du dispositif et qui sont faits par les mêmes artisans, bien sûr, que ceux qui font les portes. Bon, premier point. Première vous voyez, entrée dans l'univers de la porte, la défense. Voilà, autre entrée, c'est que la porte, eh bien, elle porte aussi, c'est un jeu de mots un peu limite, mais elle porte aussi des mondes. On va le voir, notamment, vous voyez, par exemple, ici, c'est le palais Klam-Galas de Fischer-Vanderlaar, à Prague, et donc on voit, vous voyez, les Atlantes qui portent les balcons, les Atlantes qui ont été sculptés par un des plus grands sculpteurs pragois, enfin en tout cas un des plus grands sculpteurs du baroque, Matthias Braun, vous voyez, qui portent les armes de la famille. Il y avait notre sculpture aussi de Matthias Braun, un autre palais que j'aurais pu faire voir. Là, ce n'était pas des Atlantes, mais c'était des aigles, donc toujours à Prague, qui était l'emblème de la famille. Et donc, on voit très bien que la porte, eh bien, elle dit bien. Là, vous voyez que, et les Atlantes, ils disent bien qu'une maison, eh bien, c'est un monde. Voilà. C'est un monde qui est totalement fermé sur lui-même. Là, c'est le monde de la famille Klam-Galas. Et cette famille, je suppose qu'elle a une généalogie, vous voyez, qui remonte peut-être jusqu'aux origines, vous voyez, et elle se constitue vraiment
hein, comme avec toutes ces relations de famille, de cousinage, vous voyez, hein, comme un monde en soi. Et quand on franchit cette porte, vous voyez, on passe d'un monde à l'autre. On passe, disons, de l'espace commun, de la rue, hein, vers le monde, hein, qui appartient donc à une famille. Et cette appartenance aussi, vous voyez, c'est pas simplement une appartenance, c'est aussi vraiment une vision, hein, des choses. Voilà, toujours les Atlantes, hein, de Mathias Braun. Ou là, voilà, c'est le projet de bibliothèque royale d'Étienne Louis Boulet. Là, on retrouve les Atlantes, et là même, on retrouve vraiment l'origine même de l'Atlante, hein, puisque l'Atlante, ça vient d'Atlas, et Atlas, c'était le géant, hein, qui pour les Grecs, hein, donc portait le monde. Bon, mais pour les Grecs, le monde n'était pas forcément sphérique, mais là, vous voyez, on voit les Atlantes, hein, qui portent le monde. Et là, ce que ce monde symbolise, bien sûr, hein, c'est le monde de la bibliothèque, vous voyez, hein, dans lequel donc, tous les savoirs, hein, toute la connaissance donc, est concentrée. Vous voyez. Et effectivement, quand on passe la porte, voilà, eh bien, on bascule, hein, du monde, disons, réel, hein, du monde trivial, hein, vers donc, le monde, hein, de la connaissance. Voilà. Et en même temps, vous voyez, cette idée de sphère, hein, cette unité parfaite, là, selon Platon, hein, qui était marquée sur la porte, on la retrouve ici, donc, hein, dans le dessin de l'arc, hein, qui se poursuit avec le dessin des gradins de livres. Voilà, et maintenant, effectivement, le vrai sens, hein, de la porte, comme ce matin, voilà, vous êtes passé de chez vous à la rue, voyez, et de la rue à ici, hein, eh bien, c'est de passer, hein, d'un monde à l'autre. Et ces mondes-là, voilà, ils ont tous des caractéristiques différentes, ce sont des territoires différents. Vous voyez, Deleuze, là, il disait, après avoir lu von Uxküll, hein, que les animaux, en fait, ils sont très bizarres parce qu'ils ont leur territoire, hein, qui marquent leur territoire, ils ont leur territoire, mais quand ils changent de territoire, ils deviennent très fragiles, vous voyez, hein, et tout de suite, ils sont l'objet de prédation. Hein, voilà. Tandis que nous, non, on n'a pas de territoire. Hein. On passe constamment d'un territoire à un autre, voyez, hein, sans forcément, donc, qu'il faudrait peut-être y réfléchir un peu plus, mais a priori sans forcément, hein, donc, être soumis à des prédations. Et par contre, on va voir aussi peut-être, hein, le prix à payer, hein, de cette traversée, hein, des territoires différents. Passer d'un monde à l'autre. Et ça, c'est le film d'Orson Welles, hein, Le procès, d'après Kafka. Bon, j'aime pas trop ce film, en fait, mais bon, bien sûr, j'aurais pu lire l'extrait de Kafka, qui est beaucoup plus intéressant, hein, puisque, bon, vous le savez comme moi, donc le procès, c'est un type, il reçoit une convocation un jour, et puis il faut qu'il aille au tribunal, il ne sait pas pourquoi, et quand il se rend à l'adresse, eh bien, c'est pas le tribunal du tout, c'est une laverie, voilà, vous voyez. Et dans cette laverie, bon, toujours le côté sexuel qui revient maintenant, hein, ce sont des femmes qui sont toutes mouillées comme ça, toutes savonneuses comme ça, qui sont en train de frotter le linge, quoi. Et il s'avance vers une laveuse, elle lui demande, mais excusez-moi, est-ce que le palais de justice est ici? Et la laveuse, elle lui montre une porte, et il est dans cette ambiance, vous voyez, très humide, très chaude, hein, et aussi très, très, très sensuelle, et il rentre, il ouvre la porte, et il passe dans un espace, mais complètement différent. Il passe sans transition, hein, dans un espace complètement différent. Un grand espace, hein, rempli de monde, avec un juge au milieu, et effectivement, donc, tout le monde l'attend, hein, tout le monde attend son audition. Vous voyez, je trouve que chez Kafka, voilà, ça m'a toujours fasciné, hein, cette juxtaposition, voilà, d'espaces extrêmement différents. Vous voyez.
Hein, et c'est vrai que, bon je ne vais pas commenter Kafka, je suis pas au niveau, bien sûr, mais vous voyez, c'est vrai que quand on va à Prague, hein, c'est une ville aussi, voilà, hein, où il y a constamment, on bascule, voilà, constamment, hein, vous voyez, d'un espace très différent à un autre. Mais de toute façon, si vous voulez, partout, hein, on bascule constamment d'un espace à un autre, puisque ce matin vous étiez dans votre lit, et maintenant vous êtes ici, quoi. Voilà, il ouvre la porte, et voilà, on l'attend, quoi. Joseph, qu'as-tu à nous dire? Ou autre film. Voilà, Matrix, donc le personnage, je me rappelle, Nemo, voilà, il est là, il est dans un couloir, un couloir, on ne sait pas quoi, d'hôpital, ou un couloir de bureau, un couloir qui est complètement rythmé de portes, toutes identiques. Et il ouvre une porte, et là, il est plongé dans un espace qui n'a absolument rien à voir, hein, puisque c'est une cour d'immeuble, hein, où il va parler donc à cette femme qui est assise sur un banc. Et dans ce film, la Matrix Reload, je pense que c'est peut-être le meilleur de la série. Il y a constamment des épisodes comme celui-là. Là, il est dans un palais baroque, là, avec des sculptures qui rappellent des sculptures du Bernin. Et chaque fois qu'il passe, vous voyez, chaque fois qu'il franchit une porte, eh bien, il se retrouve, hein, comme tout à l'heure dans le film d'Orson Welles, hein, dans des espaces complètement différents. Mais dans le film d'Orson Welles, bon, il y avait encore... il pouvait encore y avoir des liens entre les espaces, tandis que là, il n'y en a pratiquement plus aucun. Vous voyez, puisque là, il se retrouve, il ouvre une porte, il est en ville, et il se retrouve sur un belvédère au sommet des Alpes. Voilà. Donc, réfléchissez à ça. Voilà, vous voyez, hein, les mondes. Hein, donc, la ville, hein, donc, hein, et l'espace urbanisé. Voilà, avec constamment hein, des mondes différents, et puis les portes. Voilà. Hein, on les ouvre, on les passe, et tout d'un coup, donc, on est basculé, hein, par la porte, grâce à la porte. Hein, grâce à la porte qui, justement, vous voyez, hein, porte en elle, hein, le monde de Lucrèce, hein, le monde de la métamorphose, hein, eh bien, on tombe, on traverse, on plonge, voilà, dans des espaces toujours différents. Voilà. Autre espace, mais celui-là vraiment réel, hein, où on passait sans transition, hein, d'un monde à l'autre, hein, c'était Checkpoint Charlie à Berlin, hein, en 61. C'est vrai que j'y suis allé à cette époque-là, enfin un peu plus, j'étais plus petit en 61, mais je suis allé en 84, et c'est vrai que c'était sidérant, de passer effectivement, enfin comme l'a très bien dit Colas, voilà, on peut dire du communisme au socialisme, mais surtout ce qui était vraiment perceptible, c'était passer donc d'un monde, vous voyez, de la profusion, voilà, vous voyez, parce que c'était vraiment la vitrine de l'Ouest, vous voyez, avec le Carrefour Sainte-Dame et puis toutes ces boutiques, à un monde, hein, au contraire, hein, de la récession, hein, où il y avait pratiquement de la pénurie, voilà, où il y avait pratiquement rien. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est l'idée colassienne, hein, d'exporter, de considérer, voilà, effectivement, ce passage, hein, d'un espace, disons, de la profusion à un espace, au contraire, de la récession, vous voyez, le considérer comme une architecture, et puis comme, effectivement, Fischer van der Laak, qui était viennois, est allé construire à Vienne, eh bien, on prend l'architecture berlinoise, ou on prend cette opposition berlinoise, et puis on va l'importer, là, hein, ailleurs, hein, notamment à Londres, hein, et le projet, donc tout aussi dystopique que celui de Super Studio en introduction, eh bien, c'est un espace fermé, un espace de la profusion, un espace des prisonniers, donc volontaires de l'architecture, comme étaient prisonniers volontaires les gens qui habitaient Berlin-Ouest, qui ne pouvaient pas sortir du tout, hein, donc qui se croisaient tout le temps, mais qui vivaient donc dans la profusion, et puis surtout, voilà, réfléchir, hein, au passage, vous voyez, hein, d'un monde à l'autre. Voilà, autre image, enfin, très forte aussi, voilà, de mondes différents, c'est les fermes sous-marines. Enfin, la ferme sous-marine, c'est vrai que c'est un très très beau projet
de Jacques Rougerie. C'est vrai ce type, il n'a pas toujours fait des trucs géniaux, mais ça, c'est absolument incandescent. Je crois que c'était le numéro je me trompe peut-être, il avait eu un numéro spécial d'architecture d'aujourd'hui en 1974, où il faisait voir donc, toutes ces visions. C'était effectivement l'idée, vous voyez, d'habiter sous la mer, donc d'habiter dans un milieu qui n'est pas notre milieu, parce que nous, on n'a pas des branchies comme les poissons, si vous voulez. Voyez. Donc c'est un milieu qui est relativement hostile. Et aussi, ce qui était intéressant dans ce dessin, bon, ça déborde tout à fait le cadre du cours, mais c'est que, si vous voulez, quand on est sur la terre ferme, donc on a à lutter contre les forces de la pesanteur, voyez. Et donc tout est régi par les lois de Newton, voyez. Et quand on est sous la mer, c'est pas la même chose, parce qu'effectivement les habitacles, ils sont remplis d'oxygène, et donc ils ont tendance à remonter vers la surface, et donc il faut les arrimer, voyez, solidement au sol, et c'est de là, vous voyez, qu'est surgie la forme. Ce n'est pas des formes de méduses, c'est pas du tout ça, si vous voulez. Il y a ces capsules remplies d'oxygène, il faut les arrimer. Et c'est effectivement, la construction, elle est plus dominée par Newton, mais elle est dominée par la poussée d'Archimède. Voilà. Et effectivement, quand on rentre, donc, dans ces habitacles, eh bien voilà, on passe réellement d'un monde à l'autre, parce qu'on passe du milieu marin, avec les poissons, les branchies, et leurs branchies, avec les pieuvres, vous voyez, du milieu humain, vous voyez, voilà. Donc c'est deux milieux totalement antagoniques. Et là, vous voyez, on voit ici la porte, le sas, qui permet de passer d'un monde à l'autre. Et c'est vrai que je vais vous demander, tout à l'heure, quand vous rentrez chez vous, de réfléchir à ça, voilà, voyez, et de vous comporter comme, justement, un habitant sous la mer, qui passe d'un milieu liquide à un milieu gazeux. C'est ça, la porte. Mais bien sûr, la porte, on peut aussi la voir d'une manière plus tragique, parce que, voilà, quand nous sommes arrivés au monde, on n'est pas arrivés comme ça, si vous voulez, c'est pas les cigognes, on n'est pas né dans des choux, c'était pas les cigognes, on est passé par une porte, voilà. Et après, vous voyez, bon, effectivement, vous êtes rentré ici, vous allez pouvoir ressortir. Tandis que là, lui, il va sortir, mais je vous garantis, il ne pourra pas re-rentrer, vous voyez. Voilà, donc, il faut bien sûr, réfléchir à ça. Voilà. Comment on sort, voilà. Comment on arrive au monde, voilà, vous voyez. On arrive par une porte. Et comme tout à l'heure, chez Rougerie, eh bien, on passe d'un monde liquide à un monde gazeux. Voilà, on connaît cette expérience, on l'a faite. Et je vous garantis qu'on s'en rappelle, quoi qu'on dise les psychanalystes. Voilà, autre exemple, après la porte de la vie, la porte de la mort. Alors ça, c'est Barbe Bleue. Donc, vous connaissez le conte de Perrault. Voilà, donc, c'est une jeune femme qui se marie à un homme qui a la barbe bleue. Et l'homme lui dit, tu ne vas pas ouvrir la porte, tu peux aller partout, mais tu ne peux pas ouvrir la petite porte avec la clé d'or. Elle ouvre la porte, et bien sûr, c'est l'horreur. Mais ce n'est pas tellement le conte de Perrault qui m'intéresse, parce qu'en fait, le conte de Perrault, il ne parle pas tellement de porte, il parle plus de la tente que de la porte. Mais c'est plutôt l'opéra de Bartók, le château de Barbe Bleue. Parce que là, la jeune femme, d'abord, elle porte un nom, alors que celle du conte de Perrault n'en porte pas. Elle s'appelle Judith. Et c'est pas un nom innocent. Et ensuite, Judith, puisque effectivement, dans la Bible, Judith, c'est celle qui coupe la tête d'Holoferne. Donc cette fille qui s'appelle Judith, là aussi, elle est mariée avec un homme qui s'appelle la Barbe Bleue, qui l'invite dans son château, et elle rentre dans le château, et là, c'est vrai que, voilà, elle fait, pendant tout l'opéra, voilà, elle ouvre des portes, vous voyez. Et c'est vrai que la musique est complètement sidérante, parce qu'elle est extrêmement stridente chaque fois qu'elle va ouvrir les portes. Et je ne me rappelle pas de toutes les portes, si vous voulez, toutes les chambres. Mais les premières chambres qu'elle ouvre, eh bien, c'est la chambre des tortures, c'est la chambre de la guerre. Voilà. Après, ça s'apaise un tout petit peu, c'est la chambre des jardins, la chambre des horizons, et tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, là aussi, c'est important, vous voyez, c'est que, voilà, les espaces, quelque part, bon, bien sûr, ils sont toujours enfermés entre les murs, mais un espace, vous voyez, c'est toujours plus grand
que les murs qui le renferment. C'est toujours plus grand que l'impression que peuvent donner les murs qui le renferment. Et effectivement, Judith, donc, chaque fois qu'elle ouvre une porte, elle comprend mieux son mari. Au début, c'est la violence, et après, une des dernières pièces, c'est la vallée des larmes, toujours avec la musique de Bartók dans la tête. Et en fait, la dernière, c'est les femmes, bien sûr, mais les femmes ne sont pas mortes. Et effectivement, donc, elles rentrent et elles passent, donc, elles aussi, donc, disons, d'un monde de liberté à un monde de claustration. Parce que finalement, elle a déconstruit son mari, mais en déconstruisant son mari, elle s'est aussi déconstruite elle-même. Voilà, nos lignes Tangéré. Donc, le tableau de Fra Angelico avec la porte, non pas de la naissance, mais la porte de la mort. Voilà, une porte que nous allons retrouver à la fin du cours, puisque dans la Bible, en tout cas, dans les évangiles, la plupart des évangiles, ils parlent d'une porte avec une pierre qui est roulée devant. Enfin, ils parlent d'une ouverture avec une pierre roulée devant. Et en fait, il y a très peu d'illustrations, il y a très peu de peintures, voilà, donc, du 15e, du 16e, qui la représentent. Il y a des représentations, mais elles sont absolument sans intérêt. Mais à part quelques-unes que nous allons peut-être retrouver à la fin du cours. Voilà, la porte, c'est aussi donc, la naissance, c'est aussi la mort. Ça veut dire que quand on franchit une porte, on naît. Et aussi quand on en franchit une, on meurt. Mais après, on peut aussi ressusciter. C'est pratiquement sans fin. Et là, je suis désolé, j'ai pas d'image, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'image, elles ne sont pas diffusées. Mais je ne pourrais que vous inviter, si vous voulez, à aller voir la totalement géniale exposition de Christian Marclay au Centre Pompidou, et notamment donc, ce film donc, Doors. Donc, c'est un montage de films hollywoodiens, et pendant je ne sais pas combien de temps, donc, on voit des gens qui ouvrent des portes et qui passent qui traversent des portes et qui passent dans des espaces différents, mais chaque fois, si vous voulez, eh bien, bien sûr, les espaces sont complètement différents, comme on l'a vu jusqu'à présent, mais en même temps aussi, ce n'est pas les mêmes personnes. Voyez. C'est ça aussi ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de l'animal, c'est que finalement, vous voyez, quand on rentre dans un espace, on n'est pas le même. Voyez. Voilà. Vous, peut-être, tout à l'heure, vous étiez impossible avec vos enfants, et puis maintenant, vous êtes tout gentil, vous m'écoutez. Et moi, là, je parle très savamment. Peut-être tout à l'heure, je vais rentrer chez moi et on va me dire « Mais t'as acheté le pain, t'as pas fait le dîner, tu étais où? Ça sert à rien ce que tu fais. » Vous voyez, chacun, voilà. Vous voyez, on change d'espace, mais on n'est pas le même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que nous dit Christian Marclay. Et c'est ça aussi, le monde, l'intentionnalité portée dans la porte. C'est-à-dire que c'est un univers qui est régi par les lois de Lucrèce et pas par les lois platoniciennes. Voilà encore un exemple de bâtiment finalement, oui c'est ça, très emblématique de ce que je viens de dire. C'est la chapelle Saint-Nicolas de Flux de Peter Zumthor, c'est dans les champs, on arrive, c'est un monolithe comme ça qui est posé dans les champs, qui domine les champs, vous la voyez. Donc ce monolithe, il est en béton, il a une façade, il répond quelque part au paysage. Voilà. Et puis après, à l'intérieur, vous voyez, c'est un autre monde, un monde, disons, utérin, vous voyez, dans lequel on va rentrer. Et donc, à la jonction, vous voyez, de ces deux mondes, voilà, le monde utérin, et puis le monde, l'horizon qui se déploie donc à l'extérieur avec les champs de blé, voyez, eh bien, à la jonction entre ces deux mondes, ça va être la porte, et la porte, elle va être triangulaire, parce qu'effectivement, vous voyez, elle va correspondre à l'intersection de l'espace utérin intérieur avec l'espace monolithique, enfin, l'enveloppe monolithique en béton extérieur, vous voyez. Voilà. La porte, elle est triangulaire. Elle n'est pas triangulaire parce qu'il a voulu la faire triangulaire, elle est triangulaire parce qu'elle correspond, vous voyez, à la coupure nette entre l'espace externe
et ces champs de blé qui se développent jusqu'au bout de l'horizon, et puis l'espace utérin, voilà, interne, dans lequel on va pénétrer. Alors on va se baisser, voilà, vous voyez, avec les cannelures des murs qui sont donc qui ont été définis par les arbres, les grands résineux qu'on a vus tout à l'heure, là, qui ont construit comme une sorte de tipi, de tente indienne, qui ont été brûlés ensuite, voilà, pour donner cet aspect donc très particulier, avec un sol aussi donc très travaillé, puisque c'est un sol en plomb. Voilà. Et ensuite, voilà, on ressuscite. Voilà, donc voilà, on peut passer comme ça, donc, on l'a vu chez Barclay, on l'a vu chez Colas, on l'a vu chez Kafka, voilà, donc sans transition d'un monde à l'autre. Mais justement, quand l'architecture s'empare vraiment de la chose, les architectes, vous voyez, quand ils s'emparent vraiment de la chose, eh bien sûr, ils se posent des questions, voilà, c'est vrai. Voilà, non seulement quand je passe d'un monde à l'autre, quand je passe une porte, je passe d'un monde à l'autre, mais en plus, je ne suis pas le même, quoi, voilà. Donc je ne peux pas, si je suis architecte, il va falloir que j'accompagne, vous voyez, ce mouvement, voilà. Donc je vais créer des parcours initiatiques, voilà, qui vont permettre de m'amener d'un monde à l'autre, d'un espace à l'autre, et puis en même temps des parcours initiatiques qui vont faire en sorte que je sois changé, que je sois modifié, que je ne sois pas le même dans la rue que celui qui va rentrer ensuite dans un palais. Voilà, c'est un peu le thème des hôtels particuliers parisiens, notamment les hôtels particuliers du quartier Saint-Germain, parce que ce sont les plus purs, quelque part, au niveau de leur typologie. Il y a toujours des portes, voilà, sur les rues. Ensuite, après, il y a des grandes cours qui sont parfaitement dessinées, parfaitement traitées. Et puis enfin, on rentre, on monte quelques marches sur un perron, et puis on s'avance vers le salon, et le salon, donc, il donne à l'arrière sur un jardin. Alors, donc, il y a tout... vous voyez, c'est pas... Il faut bien comprendre, voilà, que... Voilà, ce parcours, c'est un peu comme... c'est une métamorphose, voilà, c'est comme le ver qui devient papillon. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, vous voyez. Et c'est comme ça que les architectes, eh bien, quelque part, quand ils en ont la possibilité, eh bien, ils conçoivent ces passages de porte, parce qu'ils les conçoivent, donc, effectivement, comme des parcours initiatiques, comme des espaces, des instruments qui permettent donc une métamorphose. Voilà le dessin de la cour, le dessin ovale de la cour de l'hôtel. Vous voyez, on est dans la rue, on passe en un espace complètement constitué, et puis après, donc, on va rentrer dans le salon. Bon, autre exemple, celui-là complètement délirant, quoi. C'est pas possible qu'il ait pu exister. Il faut se frotter les yeux. Bon, c'est vrai que je voulais faire voir d'autres projets de Ledoux, mais que notamment, c'est vrai, les salines d'Arquesnan, parce que c'est pas la même chose. Vous voyez, vous êtes dans la nature, puis vous voyez une grande propylée dorique, vous passez la propylée, vous rentrez dans une grotte, voilà. Après vous sortez dans un espace pacifié, dans la lumière, et puis en face de vous, il y a encore une porte, c'est la porte de la maison du directeur. Mais là, c'est quand même fou, parce que c'était à Paris, ça a été construit à Paris. Bon, bien sûr, ça a été détruit, je crois que l'hôtel il a été détruit peut-être une cinquantaine d'années après sa création. Enfin, il a eu toute une histoire, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'était rue de Provence, donc là, enfin, à proximité des grands magasins, des galeries Lafayette, là, aujourd'hui. C'était rue de Provence, et donc, oui, c'était un quartier qui était encore pas du tout urbanisé, ou très peu urbanisé, et donc, voilà, il a pu revenir, si vous voulez, vous voyez, sur la typologie de l'hôtel particulier, mais en a bouleversant totalement. Un hôtel particulier, il était entre cour et jardin. Là, il a inversé le truc, il a mis le jardin devant l'hôtel et la cour derrière. Et donc, les gens qui rentraient traversaient le jardin. Mais ils traversaient le jardin en hauteur, parce que le jardin était en contrebas. Ensuite, ils rentraient dans une grotte. Voilà. Et dans une grotte, le carrosse, qui était protégé donc, de la pluie complètement, eh bien, s'arrêtait.
et puis il prenait un escalier, et puis enfin il y avait toute une succession de salons, il y avait des salons en enfilade, et il rentrait enfin donc dans des espaces de réception. Voilà, et là on voit la porte, si vous voulez, c'est pratiquement la porte Saint-Martin, vous voyez, c'est vraiment un arc de triomphe. Hein. On arrive là comme ça, voilà, parce qu'elle était dans l'axe d'une rue qui a été poursuivie ensuite, je me suis désolé, je ne me rappelle pas du nom. Voilà, donc on était dans l'axe d'une rue, voilà, on arrivait comme ça, et à travers la porte, on voyait l'hôtel particulier, le palais, hein, donc, qui flottait donc au-dessus d'une végétation. Voilà, donc, et là c'est le passage qui permettait aux carrosses de rentrer. Et vous voyez les carrosses, ensuite, ils rentraient dans des souterrains, hein, donc, qui étaient creusés dans les rochers qui formaient l'embasement de l'hôtel. Et, attendez, et voilà, une fois, ils arrivaient comme ça, et après, ils rentraient donc, dans le passage souterrain, et ensuite le carrosse, vous voyez, s'arrêtait là, hein, où il prenait l'escalier hein, pour monter donc, dans les salons de réception, et la cour avec les sécurités donc, était à l'arrière, et les carrosses tournaient pour revenir ensuite chercher les invités. Voilà, on voit encore sur la coupe. Donc voilà, tout ce passage initiatique, vous voyez. Voilà, on vient de la ville, hein, donc voilà, hein, qui était aussi à l'époque sale, polluée, et on passe, voilà, vous voyez, à travers un filtre, la nature, voilà, qui quelque part nous élève, hein, donc selon les théories de Rousseau en vigueur à l'époque. Et puis ensuite, voilà, on rentre hein, dans une caverne. Hein, et une sorte d'espace originel, et puis enfin, voilà, on monte hein, dans des salons en enfilade. Bon, autre exemple, beaucoup plus récent, c'est la Cité de la musique et le Conservatoire national de Christian de Porzampar. C'est un bâtiment, enfin, c'est vrai que c'est un bâtiment, je n'ai pas assez d'images pour tout expliquer, mais c'est vrai que c'est un bâtiment extrêmement intéressant parce que finalement, ce bâtiment, c'est une porte à plusieurs niveaux, si vous voulez, voyez. Parce que quand vous arrivez du périphérique, voyez, donc vous avez la partie Cité de la musique avec son dôme, voilà, voyez, et qui indique donc l'entrée dans Paris. Vous prenez le boulevard Jaurès, et puis là, vraiment, vous avez des propylées, vous avez vraiment 4 grands plots, vous voyez, hein, donc, qui marquent la réelle entrée dans la ville. Donc c'est déjà une entrée dans la ville. Voilà. Après, c'est une entrée dans le parc de la Villette, vous voyez, parce que quand vous êtes rue Jean Jaurès, hein, eh bien, vous passez entre les deux bâtiments, hein, c'est aussi une entrée. Après, il y a l'entrée des étudiants, c'est celle que je vais analyser. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, je ne pourrais pas l'analyser, c'est vrai que je n'ai pas trouvé les photos adéquates, il y a aussi l'entrée du public hein, qui rentre dans le conservatoire et qui descend dans le conservatoire. Et il descend, vous voyez, par la faille qui est là, il descend, le public descend, les étudiants montent. Voilà, vous voyez, cette idée comme ça de flux. Vous voyez, donc, voilà. L'étudiant, il va monter, et en plus, le bâtiment, il s'ouvre vers le ciel, voilà, tandis que le public, lui, il va descendre. Voilà, il va descendre pour écouter ensuite les étudiants hein, qui auront près du ciel appris la musique, vous voyez, donc leur apporter, donc, interpréter hein, donc les compositions. Voilà l'entrée, hein, donc, avec à l'origine enfin, un grand plan d'eau. Voilà le plan d'eau, on retrouve le fossé du château médiéval. Quelque part aussi, c'est une séquence, un peu comme le château médiéval, parce que le château médiéval, là, il y avait toute une séquence, mais c'est une séquence effectivement hostile, hein, tandis que là, au contraire, hein, c'est une séquence voilà, très différente, parce que qui n'est pas du tout hostile, au contraire, elle est presque bénéfique, parce qu'on est sur le boulevard, dans le bruit, vous voyez, voilà. Il y a le plan d'eau, hein, on passe sur une passerelle, on traverse une petite île, voilà, un petit peu comme tout à l'heure chez Ledoux, vous voyez, on est purifié par la nature, et puis après, on rentre voilà, dans le bâtiment,
hein, et puis soit on descend dans un salon. Là aussi, c'est un espace totalement sidérant, parce qu'on ne s'attend pas à voir... Voilà, à rentrer dans une telle intimité, alors que le bâtiment, il était extrêmement monumental, donc sur l'avenue Jean Jaurès. Et puis après, voilà, on peut prendre les coursives et les escaliers, et donc rentrer, monter dans les salles de cours. Voilà, autre exemple, donc l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, donc de Frédéric Borel, bon, quelque part, même notion de parcours, même notion de transformation, vous voyez. Parce que c'est important aussi dans une école, vous voyez, que les jeunes gens, voilà, quelque part, ils passent un pont, ils montent dans les étages, et tout d'un coup, c'est des musiciens, voilà, qui sont capables d'interpréter parfois des partitions extrêmement difficiles. Et là, c'est la même chose, quoi. Là, ce sont des gens... Je ne sais pas ce qu'ils font, ils boivent, je ne sais pas quoi, ils font n'importe quoi. Ils rentrent là-dedans et puis ils sont transformés. Voilà. Ça va devenir des architectes qui vont peut-être penser le monde de demain. Et c'est vrai que, bon, j'enseigne moi-même dans cette école, et c'est vrai que c'est toujours fascinant quand on en franchit l'entrée, quand on passe toutes les séquences d'entrée, parce que voilà, l'étudiant, lui, il se sent devenir architecte, et puis le mec comme moi, qui est aussi pas très malin, eh bien, il se sent devenir, vous voyez, professeur, c'est clair. Voilà. Mais c'est pareil aussi pour la personne de l'administration, vous voyez, voilà, un devoir aérien, mais dedans, elle est quand même comme si elle sortait de l'ENA, quoi, vous voyez. Alors, tout ça, c'est le bâtiment qui le permet. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, on rentre, vous voyez, il y a deux blocs, il y a l'ancienne usine de la SUDAC qui fabriquait de l'air comprimé pour les horloges, qui a été réhabilitée en bibliothèque, et puis dans lequel, effectivement, on trouve tous les espaces annexes. Et puis, de l'autre côté, donc, c'est le bâtiment de l'école, avec en bas des amphithéâtres, une strate avec une table avec l'administration, et puis sur cette table, voilà, posée comme des bouteilles, vous voyez, les ateliers donc, où les gens travaillent. Et voilà comment on rentre, vous voyez, là on est dans la rue, voilà, au bord du quai, voilà, hein, on passe un filtre, des murs vitrés. Et la rue, les quais, c'est vrai, c'est horizontal, c'est le fleuve, vous voyez, il y a un certain mouvement, il y a le mouvement de la nature. Et tout d'un coup, voilà, on rentre dans la cour, et là la cour, elle est extrêmement verticale. Vous voyez. Donc, voilà, on passe disons, d'un espace très horizontal, extérieur, un espace très vertical. Après, c'est vrai que on va revenir sur cette expression tout à l'heure, mais il y a presque quelque chose de presque pas humiliant, mais comme passer sous les fourches codines, vous voyez, donc on est presque obligé de s'abaisser pour rentrer dans la petite boîte, où après on est contrôlé. Et puis ensuite, voilà, on rentre dans un autre espace, et celui-là, il est totalement horizontal, vous voyez, éclairé, doucement éclairé zénitalement. Vous voyez, on passe de quelque chose de très tragique, voilà, avec l'ancienne cheminée, de très vertical, très tragique. Et on voit la méga structure là, qui tient la table avec les auditoriums qui sont accrochés en dessous. Et là, tout d'un coup, on rentre dans un espace complètement pacifié, avec cet escalier qui est très intéressant parce que c'est un escalier avec un pas d'âne, et donc qui chorégraphie, vous voyez, totalement les parcours des étudiants. Voilà, vous voyez, effectivement, ils changent presque de corps quand ils arrivent dans l'école. Autant peut-être ils pouvaient être, je ne sais pas, à Vichy ou n'importe quoi à l'extérieur. Et là, tout d'un coup, voilà, l'architecture, elle les modifie, elle les transforme. Et non seulement l'espace n'est plus le même, mais les gens ne sont plus les mêmes. Voilà, bien sûr, après, on peut dramatiser, mais à l'infini, le passage, vous voyez. Et c'est vrai que le champion de la dramatisation, bon, j'ai parlé juste de 2 ou 3 bâtiments de lui, mais
enfin, je crois que c'est presque toujours comme ça chez lui. Bon, le plus connu, voilà, l'Institut du monde arabe. Voilà, vous voyez, on arrive, donc la façade est orientée au sud, donc on est totalement aveuglé, voilà, par la lumière qui se réfléchit sur la façade. On voit juste une petite fente noire, vous voyez. Et cette fente noire où on peut toucher, on peut toucher la façade en passant, vous voyez. Il y a très peu de hauteur, donc on est complètement... Vous voyez, il y a une volonté comme ça. Voilà, ça j'aime. Bon, lui, bien sûr, il n'est pas content qu'on dise ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté chez lui, je trouve assez génial, c'est qu'il y a un côté... Il n'hésite pas, voilà, vous voyez, donc à avoir une certaine... Vous voyez, chez Borel, chez Porzampar, bon, bien sûr, on est transformé, mais on fait ça dans la douceur. Tandis que là, c'est vrai qu'on est transformé, mais on est transformé quand même avec une certaine douleur, là, vous voyez. Et justement, une certaine douleur. Et c'est vrai que chez Porzampar et chez Borel, voilà, on est un petit peu dans l'architecture du beau, tandis que chez Nouvel, là, on bascule voilà, dans le sublime. Le sublime, c'est la beauté que l'on perçoit, mais avec justement, vous voyez, avec une certaine douleur. Là, c'est pas du tout, pas forcément le bonheur. Là. Et donc là, on est aveuglé, hein, et puis il y a une fente d'ombre totale, radicale. Vous voyez, une position totale entre l'ombre et la lumière. Et là, quand on va rentrer, vous voyez, on rentre par là. Putain, on rentre sous l'escalier, quoi. Non, mais t'imagines pas, merde, tu vois. Donc tu rentres sous l'escalier. Voilà, c'est pas possible. Enfin, vous imaginez, chez vous, vous habitez peut-être, je sais pas, un duplex, vous voyez, sous l'escalier, c'est le pire endroit, quoi. Et donc là, voilà, on rentre sous l'escalier, et après, quand on est rentré sous l'escalier, voilà, on passe sous l'escalier, et puis après, j'ai jamais compris comment il a pu faire ça, parce qu'on a l'impression, vous voyez, une impression de vertige total. Voilà, on a l'impression d'être dans un grand hôtel américain avec des ascenseurs qui partent dans tous les sens, et pourtant hein, les dimensions hein, sont très réduites. Vous voyez. Voilà, donc vous êtes vraiment bousculé. Voilà. Et là, je vous garantis que quand vous êtes là, vous êtes prêt voilà, à comprendre la culture islamique. Autre exemple, donc l'opéra de Tokyo. Bon, malheureusement, il n'a pas été réalisé, mais voilà, c'est la même chose. Vous voyez, c'est un gigantesque bâtiment totalement noir, totalement sombre, avec une toute petite fente en bas, on la voit, vous voyez, toujours pareil, hein, et la fente très écrasée, et puis après, donc, on passe et on rentre. Et quand on rentre, c'est un espace gigantesque, hein, qui est éclairé par des fenêtres qu'on ne voyait pas de l'extérieur, et dans cet espace gigantesque, flotte, vous voyez, au-dessous de vous, hein, des volumes énormes, hein, d'un poids énorme, hein, qui, s'il tombait, vous écraserait comme des mouches. Voilà, c'est ça le sublime. Hein, c'est ça aussi, donc dramatiser hein, au maximum hein, la séquence d'entrée. Hein. C'est vraiment être transformé. Là, c'est vrai qu'on est prêt, à ce moment-là, à écouter un opéra. On est prêt à écouter Wagner. Mieux que lorsqu'on va à Barreur. Voilà, autre exemple. Donc, la Philharmonie de l'Elbe, hein, de l'Elbe Philharmonie, à Hambourg, de Herzog et de Meuron. Bon, c'est vrai que c'est un bâtiment tellement étrange, si vous voulez, parce que bon... Déjà, c'est de l'avoir construit au-dessus d'un bâtiment existant, alors que ça coûtait, je ne sais pas, peut-être 10 fois plus cher de faire ça. Oui, parce que le bâtiment existant, c'était un atelier de tabac, donc il a fallu le préserver, l'étayer. Il a fallu ensuite fonder la salle, qui est extrêmement lourde, dans le sol à côté de l'Elbe. Donc on imagine, vous voyez, le travail titanesque qu'il a fallu faire pour soulever hein, le bâtiment du sol. Voilà, donc, mais bien sûr, il est sur l'Elbe, hein, donc dans une pointe entre deux darses. Vous voyez, il domine complètement la ville. Et là, voilà, on voit le bâtiment, hein, il est posé hein, sur les entrepôts. Dans les entrepôts, donc il y a toutes les salles annexes, il y a les parkings, il y a les salles de gymnastique, les salles de gymnastique de l'hôtel, il y a les salles de répétition de la Philharmonie, et puis bien sûr autour de la Philharmonie, donc il y a deux programmes, un programme de logement et un programme hôtelier. Et là, ce qu'on voit à travers, vous voyez la partie éclairée, hein, ce sont les foyers. Hein, d'ailleurs, c'est très beau parce qu'en fait, la salle, on dirait, enfin, je n'ai pas des photos pour le montrer, mais on dirait une sorte de fœtus comme ça qui est en suspension, comme ça
un aquarium en verre. Voilà, mais c'est pour rentrer, voilà, c'est pour rentrer. Parce que quand on est là, voilà, on voit la porte en haut, et on se demande, mais putain, comment je vais monter là-haut? Voilà. Voilà, et c'est pareil, il y a une fente, on la voit, et quand on est dans la fente, on va prendre, là encore, vous voyez, une sorte d'espace totalement utérin, voilà, qui va peut-être accomplir, qui va permettre notre métamorphose, vous voyez, en je ne sais pas, architecte, vendeuse de Monoprix, je ne sais pas quoi, enfin, peu importe, vous voyez, et qui va nous permettre de nous métamorphoser, voilà, vous voyez, en mélomane, hein, pour pouvoir avoir accès, hein, pleinement à la capacité de la salle et au talent, hein, des orchestres. Voilà, et donc cet espace, hein, c'est un espace utérin, voilà, hein, c'est un espace blanc, hein, avec un escalator qui permet effectivement de passer de ce quartier d'entrepôt, de la ville, vous voyez, à une terrasse, voilà, hein, qui surplombe complètement la ville, et puis enfin de monter dans la salle. Voilà. Mais l'idée, c'est vrai que c'est vous métamorphoser. Parce que c'est sûr que la musique, vous voyez, on ne peut pas rentrer comme ça dedans, c'est pas possible. C'est vrai qu'il faut une initiation. On a travaillé toute la journée. On peut pas. Et en plus, d'autant plus que notre société, c'est vrai qu'elle est très visuelle. Vous voyez. Donc, hein, il faut qu'on voit des choses. Là, il n'y a rien à voir, quoi, tu vois. Tu as juste à t'asseoir et à écouter. Mais si tu n'es pas préparé, ben c'est clair, hein, que tu ne vas pas y arriver. Bon, la porte, bien sûr. Vous voyez, tout le mouvement moderne, quelque part, il a rejeté la porte, vous voyez, il a rejeté les murs, il a tout rejeté. C'est vrai qu'il y a cette volonté comme ça de transparence. Là, on veut voilà, que tout soit ouvert, tout soit visible. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de... Voilà, il y a quelque part cette idée de passer d'un espace à l'autre. C'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu étrangères, voilà, au mouvement moderne. On est toujours dans le même espace. Quelque part, on est toujours les mêmes dans le même espace. Voilà, donc ça, c'est une image dont je me sers souvent, hein, c'est le super studio, donc une super surface de super studio. Et on voit effectivement donc, un monde qui est parfaitement carroyé. Le sol, il peut être chauffé, on peut se connecter, on peut s'asseoir, on peut dormir, on peut manger. Vous voyez, dans une totale transparence. Et donc, il n'y a pas de mur, hein, il n'y a pas de porte. Et ça, c'est la maison, le pavillon allemand de Mies van der Rohe, où là aussi, bon, c'est vrai qu'il y a des portes vitrées, mais a priori, il n'y a pas de porte. C'est-à-dire qu'il y a une porte vitrée pour entrer dans l'espace, mais après, une fois que vous êtes dedans, il n'y a plus aucune porte. Hein. Ce sont les murs en onyx, hein, qui coulissent, hein, sous la structure, hein, qui vous guide d'un espace à l'autre. Et là, par exemple, on est à l'extérieur, voilà, donc, hein, mais on passe pratiquement sans transition, puisqu'on est sur le bassin, mais on passe sans transition, donc, dans l'espace intérieur. Voilà, l'idée d'une ouverture d'un espace complètement ouvert, complètement transparent, d'un espace sans opacité, sans mur. Il n'y a pas d'enceinte, sans enceinte. Il y a des murs, mais les murs, ce sont des éléments de marqueterie, pratiquement. Vous voyez, c'est des éléments précieux. Hein, c'est des murs d'onyx qui ne portent pas, surtout pas, parce que la structure, elle est assurée, la portée, elle est assurée par ces colonnes cruciformes en inox. Hein, voilà, et on passe librement, voilà, hein, d'un espace à l'autre. Autre exemple, bien sûr, Archingram, hein, donc Instant City de Ron Heron, voilà, c'est pareil. Oui, c'est l'idée aussi de... tout à l'heure, on a parlé effectivement du mur de Berlin, voilà, bon, qui quelque part permet... c'est un espace qui permet de comprendre la porte. Et là, effectivement, ce n'est pas le mur de Berlin du tout pour Archingram et pour Ron Heron. Hein, pour lui, c'est plutôt la plage qui est importante. Vous voyez, c'est comme la plage de Rio, voilà, ou comme tout à l'heure chez Super Studio. La plage de Rio, c'est vrai, tout le monde est là, quelque part. Enfin, c'est un petit peu l'utopie quand même de Rio, mais tout est mélangé. Les gens des favelas, les gens qui habitent dans les immeubles qui bordent Ipanema ou Copacabana, tout est mélangé. Vous voyez, il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas
tout le monde est là. Et on peut imaginer effectivement une ville, voilà, donc à partir de la plage, vous voyez, dans laquelle les infrastructures, elles ne viendraient pas au niveau du sol, voilà, elles seraient simplement suspendues. Bon, il y aurait, je ne sais pas quoi, des salles de spectacle, mais tout ça, ça serait suspendu, voilà, qui flotterait, voilà, au-dessus d'un grand espace, un grand espace commun, voilà, vous voyez, unique, hein, donc dans lequel les gens se croiseraient, et puis un espace paradisiaque, voilà, comme celui peut-être de la plage, c'est vrai, dans lequel les gens seraient heureux. Et c'est vrai que c'est aussi l'espace du centre Pompidou, hein, parce que le centre Pompidou, c'est pas un bâtiment, c'est pas ça, c'est vraiment une superposition de rez-de-chaussée. Et surtout, à l'origine, voilà, ces rez-de-chaussée, ils étaient vraiment librement accessibles de toutes parts. Vous voyez. En 70, quand le centre Pompidou a ouvert, il n'y avait pas de porte. Hein. On pouvait rentrer, donc, vous voyez, on glissait complètement de la plaza. Voilà, on glissait dans le bâtiment. L'escalator, on pouvait le prendre sur la rue qui est au nord, hein, et on pouvait monter directement. On pouvait aussi on pouvait rentrer aussi par la rue du Renard. Enfin, et puis, bien sûr, on n'avait pas besoin de payer un billet pour prendre l'escalator. On pouvait aller partout. Et, voilà, et vraiment, l'idée, c'était ça. Voilà, c'était d'avoir un bâtiment sans porte, hein, et totalement ouvert, hein, sur la ville. Voilà, bien sûr, après, Piano a dû faire ce auvent, mais le auvent, à l'origine, il n'existait pas. Voilà, et autre exemple, d'ailleurs, je remercie, comment elle s'appelle, Alice Grégoire de m'avoir donné ce document. Ce sont des toilettes, hein, qui ont été conçues par Rem Koolhaas pour l'extension qu'il a faite de l'université de Cornell. Et à l'origine, si vous voulez, ces toilettes, elles étaient sans porte. Vous voyez. On va voir le plan. Bon, après, les portes ont été rajoutées parce que c'était impossible. Mais voilà, l'idée, c'était de dire que, voilà, hein, c'est des toilettes. Voilà, on va jusqu'au bout de la transparence moderne. Et même quand tu es en train de chier, eh bien, on peut te voir, tu vois, parce que tu n'as pas de secret, tu vois. Même pas celui-là. Voilà, et puis, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, les architectes modernes, c'est vrai qu'ils ont toujours eu, surtout Le Corbusier. C'est vrai, j'aurais pu faire le cours à partir de Le Corbusier, mais finalement, c'est beaucoup plus ambigu, je trouve, Le Corbusier, que par exemple Mies van der Rohe, hein, c'est ce que m'avait dit mon étudiante, Éléonore Lévy, m'avait dit effectivement qu'elle était allée visiter la Villa Tugendhat, et que Mies van der Rohe avait demandé à ses clients de ne pas avoir de porte. C'est-à-dire, c'était pas vraiment des portes, c'était des murs pivotants. Il leur avait dit, écoutez, c'est ce qu'elle m'a rapporté, il leur avait dit, voilà, très bien, si vous faites des portes, moi je m'en vais. Et donc, voilà, c'est des murs, oui, c'est des parois coulissantes, mais c'est pas des portes. Mais Le Corbusier, c'est beaucoup plus... C'est très différent. C'est très différent parce que c'est vrai que c'est intéressant chez lui, c'est que, voilà, il est moderne, mais quand même, quelque part, il porte en lui tout le poids de l'architecture, pratiquement, depuis l'origine. Et si vous voulez, la Villa Savoie, voilà, c'est vrai que, bon, c'est complètement ouvert, c'est transparent. Bon, effectivement... comme on l'a dit, voilà, c'est pas la transparence de la cage de verre, c'est pas la transparence de Mies van der Rohe, hein, c'est pas ça, c'est une transparence virtuelle, parce que en regardant bien le bâtiment, on peut comprendre comment il est fait, comment il est construit, et puis on peut voir à travers, comme si on était des X-Men, vous voyez, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas de mur, hein, c'est des poteaux, donc voilà, et après, il y a un système de cloisonnement. Et les façades, elles sont libres, il y a des grandes fenêtres, et donc on voit, tout est transparent, bien sûr, tout est transparent. Et quand on arrive dans le bâtiment, vous voyez, la base, elle est vitrée, et on voit à travers. On voit à travers, mais la porte est opaque. Voilà, c'est ça qui est fascinant. Vous voyez. Donc, voilà, elle revient, la porte, elle fait retour. Bon, elle est complètement désactivée, bien sûr, parce que, en fait, bon, j'espère qu'on l'a bien compris, quoi. Si, l'importance de la porte, c'est pas la porte en elle-même, hein, c'est qu'on franchit des espaces complètement différents. Hein, on bascule d'un univers à l'autre, et en basculant d'un univers à l'autre, on change. Hein, pas comme l'animal, hein, que lui, il reste renard, il reste chien. Nous, on peut être chien et renard, ou même poule, ou canari, vous voyez, hein, en changeant des espaces. Tandis que là, voilà, c'est ça le truc, c'est que la porte, elle est désactivée. Voilà. Elle est là, elle revient, elle fait retour, mais elle ne fonctionne pas. Hein, puisqu'effectivement, quand on est devant le rez-de-chaussée de la Villa Savoie, on voit
hein, l'espace dans lequel on va pénétrer, et en plus on comprend très bien que l'espace dans lequel on va pénétrer, eh bien, il est dans une continuité parfaite avec celui dans lequel on se trouve. Autre exemple, bon, encore plus pervers peut-être, hein, c'est celui de l'Institut des pensions familiales nationales d'Alvar Aalto à Helsinki. Voilà, c'est un bâtiment de bureau, enfin il n'est pas forcément un bâtiment de bureau en briques, mais c'est vrai qu'il est surtout remarquable par ses portes, on va le voir. Enfin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur en fait, c'est vrai. En tout cas, on va surtout regarder ces portes aujourd'hui. Il est porté par des colonnes. Là aussi, c'est intéressant, voilà, parce que vous voyez, l'architecture moderne, voilà, disons, bien sûr, elle a refusé la colonne. On a vu tout à l'heure Le Corbusier, c'était pas des colonnes, c'était des pilotis, c'était vraiment des cylindres hein, très, très simples, hein, qui affirmaient leur fonction porteuse. Tandis que là, non, là, c'est porteur, c'est un poteau, mais ce poteau, il est fasté, et donc il fait quand même, malgré tout, référence à la colonne. Et puis après, si vous voyez, pour l'entrée, hein, c'est quelque part un peu le même système. C'est le même système que Le Corbusier, voilà, exactement, hein, puisque donc on a une porte qui est opaque, après il y a du vitrage, et après on voit l'espace, mais vous voyez, la porte, elle est opaque, mais ce n'est pas une porte métallique, c'est une porte en bronze qui pèse peut-être une tonne, vous voyez, et elle s'inscrit hein, dans une grille donc, défensive, hein, pratiquement comme les herses hein, des châteaux médiévaux, vous voyez. Et donc les choses sont quand même très différentes. On a à la fois la transparence et on a aussi l'opacité. On a à la fois un espace isotrope et on a aussi des espaces totalement différents. On a une continuité, mais on a aussi une discontinuité, parce qu'en plus cette porte, il faut pouvoir l'ouvrir, il faut pouvoir la pousser. Vous voyez, elle réclame un certain effort, elle réclame une certaine chorégraphie, et c'est clair que lorsqu'on rentre là-dedans, on est transformé. Voilà, revenir à l'origine, revenir au tombeau. Au tombeau voilà, dont je parlais tout à l'heure, le tombeau du Christ, avec justement, qui était fermé par une meule, enfin, dans les évangiles, on dit, je crois, bon, pour le fermer, il fallait rouler une pierre. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a très peu de peintures de cette époque, là, du XVIe siècle ou du XVe, qui le représentent comme ça. Bon, là, c'est un petit peu particulier. Et là, on voit vraiment une meule hein, qui roule. Enfin, l'image est tellement forte, vous voyez. Enfin, on a une grotte, un tombeau, une ouverture circulaire. Et puis devant, donc, effectivement, on a une énorme pierre, hein, une pierre qui est connue, oui, les meules de meunier pour la farine, et qui vient rouler hein, devant la porte. Quelque part, c'est une porte aussi d'où on ne peut pas sortir, vous voyez, parce qu'effectivement, on peut la manipuler de l'extérieur, il faut plusieurs personnes, mais quand on est dedans, enfermé, eh bien, on ne peut pas la bouger. Et en plus, quand on est dedans, on est mort. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, et là, c'est une porte de Carlos Carpa. Et c'est vrai que c'est pareil, Carlos Carpa, j'aurais pu faire le cours uniquement sur lui, et c'est vrai il s'est vraiment intéressé, parce que c'est quelqu'un, voilà la jonction de la moderne, disons de la tradition, de la tradition et de la modernité. Voilà. Il est vraiment, il s'est vraiment interrogé. Voilà. Là, il devait faire une porte. En plus, c'est pas vraiment une porte qui mène à quelque chose, parce que à Venise, l'université, elle est partout, quoi. Elle est vraiment disséminée dans la ville. Donc là, il y a des locaux. Mais vous voyez, c'est plus, disons, un emblème de l'université qu'une porte fonctionnelle qui mène à l'université. Mais en même temps, vous voyez, sur cette porte, voilà, il y a tout, quoi. Il y a le pont-levis, si on veut, au vent, là, vous voyez. Bon, il est fixe, bien sûr, mais il fait référence au pont-levis, vous voyez. Il y a tous les travaux, comme ça, disons... les glacis, vous voyez, tous les travaux de fortification, là, vous voyez, donc des châteaux qui réapparaissent, vous voyez. Il y a quelque part aussi la pierre qui roule. Bon, c'est pas une pierre qui roule, c'est une poulie hein, qui permet de porter la porte. Et la porte, elle n'est pas en bronze, enfin si, elle a une menuiserie en bronze, mais elle est transparente, vous voyez. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Finalement, il a parfaitement réussi à travailler, vous voyez, toutes
disons, tout ce que traverse la porte, voilà, tout ce qu'elle a pu vouloir dire hein, au fil du temps, hein, soit être effectivement une porte défensive, une porte de tombeau, hein, mais aussi donc une porte inexistante, une porte transparente. Autre exemple, c'est toujours de Scarpa, toujours à Venise, une autre université, c'est l'université de la Ca' Foscari. Enfin, c'est dans un couvent, voilà. Donc il a juste amené. Bon, bien sûr, la porte du couvent, c'était rien, c'est une porte totalement basique. Dans un couvent, si vous voulez, il n'y a pas d'entrée dans le sens, voilà, soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Si vous franchissez la porte, c'est pour rentrer, mais après vous ne sortez plus. Vous voyez, donc, ouais, il a fallu aménager donc une vraie entrée pour le bâtiment qui est devenu un bâtiment universitaire. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu donc tout le travail de Scarpa, où il a fait un socle, parce qu'avant, les fenêtres qui étaient là, elles se retrouvaient en bas, donc il les a masquées par des panneaux de marbre, mais les panneaux de marbre sont troués pour permettre effectivement de laisser passer la lumière. Et puis, voilà, il y a tout un travail, vous voyez, avec cet enchâssement d'éléments, très design, vous voyez, parce que la marche, on a l'impression qu'elle va coulisser, hein, donc, sous le perron. Et puis, bien sûr, donc, voilà, on retrouve aussi la roue, hein, donc, la pierre roulante hein, du tombeau christique. On retrouve effectivement tout ce qui est... tous les attributs voilà, de la porte classique, la clé de voûte, voilà, on la retrouve, mais totalement stylisée. Les pieds droits qui reprennent, disons, les cannelures des colonnes, voilà, la clé de voûte, tous les éléments sont parfaitement, ont été parfaitement repensés. Voilà, toute la généalogie de la porte, toutes les strates historiques qu'elle a traversées, eh bien, on la retrouve hein, dans cette porte. Et là, donc, bon, je dis que je n'avais parlé beaucoup de Colas, c'est vrai. Hein, c'est la maison Le Moine, donc à Bordeaux. Donc, ça, c'est la porte d'entrée. Bon, la porte d'entrée, c'est pas tellement cette porte qui m'intéresse, mais voilà, c'est une porte là aussi qui est suspendue, qui est coulissante comme un rideau. Mais c'est surtout ça. Vous voyez, c'est pas vraiment une porte. Vous voyez, c'est un élément en béton, vous voyez, qui est circulaire. Et qui rappelle, justement, vous voyez, donc, hein, le tombeau du Christ, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la pierre hein, qu'on vient rouler pour le fermer. Mais simplement, cette pierre-là, elle ne roule pas, voilà, elle pivote. Et quand on est dedans, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, vous voyez, de voir le paysage, hein, ou de revoir le paysage à travers son tombeau. Autre exemple, toujours chez Colas, c'est l'école centrale à Saclay. Bon, l'école centrale, c'est vrai que c'est un bâtiment très particulier parce que c'est un bâtiment, voilà, ça c'est quand on est devant, il est complètement fermé, on ne sait même pas où est la porte, vous voyez. Et après, quand on est dedans, il est complètement ouvert, vous voyez, parce qu'on voit le plan, donc on dirait le plan de Barcelone, vous voyez, il y a des îlots, voilà, et puis il y a une grande diagonale qui le traverse, vous voyez. Et donc c'est un plan urbain, avec des activités urbaines. Il y a des sortes de places où on peut faire la fête, on peut se rassembler, où on peut manger. Après, il y a des lieux, il y a des lieux qui sont presque... Il y a des salles de cours, il y a des endroits où effectivement on manipule donc, des espaces très technologiques, voilà, où on fait des expériences, disons, lourdes, hein, donc presque, voilà, qui ont un côté presque industriel. Vous voyez, presque un quartier industriel, un quartier avec des salles de cours, un autre quartier avec des pépinières d'entreprise. Hein, il y a des éléments qui renvoient, qui sont placés au-dessus, qui contiennent l'administration de l'école. Et ce qui va m'intéresser, voilà, c'est ça. Cette porte-là. Voilà, parce que, voilà, vous voyez, le bâtiment, il est fermé. Et c'est aussi, voilà, tout à l'heure, chez Nouvelle, voilà, il y a un côté, c'est vrai, il y a un côté, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sublime, si vous voulez, voilà, savoir montrer la beauté à travers la douleur. Tandis que chez lui, c'est vrai qu'il y a un côté, je trouve, qui est, disons, totalement anti-humaniste, quoi, si vous voulez. Parce que l'école, et là, on le voit, c'est une porte, vous voyez, hein, c'est une porte, mais cette porte-là, voilà, elle ressemble pas à une porte, elle ressemble plutôt, si vous voulez, à une écluse, ou à une guillotine, enfin une écluse guillotine, vous voyez, qui descend comme ça,
voyez, donc, et d'ailleurs, il l'employait souvent, parce qu'il l'a employé aussi dans le bâtiment qu'il a fait à Toulouse. Vous voyez, mais là, elle est intéressante parce que c'est vrai que, vous voyez, on a vu le plan tout à l'heure, donc il y a des axes, avec il y a des flux dans les axes, et c'est vrai que cette porte, vous voyez, elle sert à guider les flux des étudiants, vous voyez, comme les écluses, voilà, servent à guider les flux d'eau, vous voyez, dans les canaux. Voilà, parce que là, c'est les amphithéâtres, et l'amphithéâtre, il est traversé par un passage qui mène à la bibliothèque, mais quand l'amphithéâtre est occupé, et quand il y a des cours, ce passage est fermé, et donc l'écluse descend. Et puis les flux sont canalisés totalement différemment. Voilà, elle tombe là, comme une guillotine, enfin, comme une écluse guillotine, ou comme une herse, vous voyez. Donc on revient voilà, donc, à la porte défensive, donc hostile de l'origine. Ou là encore, vous voyez, la Dutch House, donc une maison voilà, qui est complètement ouverte sur l'extérieur. Je ne sais pas comment les gens font pour habiter là-dedans, parce qu'en fait, vous voyez, là, c'est je ne sais plus trop ce que c'est le séjour. Voilà. À l'origine, d'ailleurs, il y avait un rideau métallique extérieur, puis il a disparu. Enfin, ils ont mis des rideaux intérieurs, mais c'était interdit par l'architecte. Et donc là, c'était le salon. Au fond, c'est la cuisine. Là, c'est l'entrée. Et puis de l'autre côté, c'est la salle à manger, ou l'inverse, peu importe. Vous voyez, il y a 4 espaces comme ça, donc, dans cette boîte de verre. Cette boîte de verre, c'est vrai, bon, la maison est divisée en deux, donc il y a d'un côté les ateliers qui sont devenus maintenant les chambres d'amis ou les chambres d'enfants qui sont enfoncées dans le sol, et puis la partie qu'on vient de voir qui émerge. Et c'est vrai que pour rentrer dedans, c'est un peu comme... Ça rappelle un tout petit peu quelque part l'hôtel Télution, c'est-à-dire qu'on arrive en voiture, on passe sous la maison, et puis le mari dit à sa femme, mais ça y est, on est arrivé, tu peux descendre, je vais me garer. Et donc elle sort, et puis elle prend une rampe, et puis elle va... Excusez-moi. Voilà, elle prend la rampe, et puis on l'accueille, et elle s'assoit, et là, tout est là, et tout est la vue de tout, si vous voulez. Mais le truc le plus fascinant dans cette maison, c'est que voilà, tous les espaces communs sont... C'est-à-dire que les gens qui passent dehors, ils voient ce que vous faites, il n'y a aucun problème. Bon, c'est vrai que c'est une résidence qui est très surveillée, très fermée. Enfin voilà, on est vraiment projeté à l'intérieur, vous voyez, dans une sorte de transparence totale. Oui, la transparence voulue justement par Misandero, par les modernes. Et par contre, vous voyez, on voit qu'il y a une partie opaque, et c'est ça qui est sidérant dans la maison, c'est que c'est dans cette partie opaque, vous voyez, qu'il y a la chambre des maîtres de maison. Et cette chambre, elle n'a strictement aucun rapport avec l'extérieur, puisqu'elle a un patio qui est accolé, qui lui permet, vous voyez, donc, voyez, à travers la cheminée, donc, on voit le patio de la chambre. Et là, on est dans la chambre, vous voyez, donc elle donne sur son patio. Vous voyez, elle est complètement fermée, on la voit, et là, par contre, on ne la voit absolument pas de l'extérieur. C'est comme une sorte de panic room qu'on voit dans les films américains. Et là, si vous voulez, ça c'est l'accès à la chambre. Et vous remarquerez, vous voyez qu'il y a un pont, voilà, en bois, qui permet l'accès à la chambre. Et ce pont en bois, vous voyez, on le voit à droite sur la photo. En fait, c'est un pont-levis. Voyez. Donc effectivement, au milieu de cette transparence, vous voyez, vous avez un retour. Vous voyez, donc, et au milieu de cette transparence, vous voyez, au milieu de cet espace isotrope, eh bien, vous avez un retour, mais paroxystique, vous voyez, donc à l'espace fermé. Et puis aussi, c'est une belle façon aussi de dire, voilà, je vous reçois, vous êtes mes amis, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'amis et que vous pouvez être aussi mes ennemis. La porte. Merci.